Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un nouveau sport. D'habitude, je parle beaucoup de foot. J'espère vous parler un jour de biathlon, mais cette fois-ci, je vais vous parler cyclisme. Alors avant toute chose, je tiens à remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés, qui continuent à regarder mes vidéos et qui me font leur feedback. Je vous lis tous, ça me fait très plaisir. En ce moment, je suis un peu occupé, donc je ne peux pas trop sortir de vidéo, mais j'espère que ça va bientôt se calmer et que je vais pouvoir reprendre un rythme d'une vidéo par semaine. Voilà, donc je croise les doigts pour la suite. Donc, le Tour de France s'est achevé hier avec la victoire surprise de Pogacar face à l'Armada de la Jumbo-Visma. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 3 semaines de Tour qui ont été vraiment très sympathiques à suivre. C'était pas le meilleur Tour de France de l'histoire, mais c'était vraiment un bon Tour de France de mon point de vue. Et je vais vous livrer un petit peu mes impressions avec mes tops, mes flops et mes bilans mitigés. C'est parti. Alors, on va commencer par les flops. Et mon premier flop, ça va être les chutes. Malheureusement, dès la première journée, il y a eu beaucoup de pluie et beaucoup de chutes. À certaines autres étapes du Tour de France, il y a aussi des chutes et pas mal d'abandons, notamment en première semaine, en dernière semaine. Il y a des favoris ou des coéquipiers de favoris qui ont perdu beaucoup dès le début du Tour. Je pense notamment à Pinot qui a chuté et qui perd le Tour, à mon avis, à cet endroit-là. Quintana aussi a chuté. Des coureurs comme Bardet, Guita ont dû abandonner sur des grosses chutes. Gaudu aussi a abandonné, Latour. Donc notamment les Français ont été très pris dans des chutes. Je ne sais pas trop si c'est uniquement de la malchance ou peut-être aussi du matériel, de la mauvaise préparation, mais ces chutes, elles ont un petit peu handicapé certains coureurs et c'est bien dommage. Second flop pour moi, l'équipe Ineos. Alors, c'est pas forcément totalement leur faute, mais Bernal a totalement raté son tour. On peut penser que c'est à cause de sa chute dans le Dauphiné, il s'en est pas forcément bien remis et voilà, il a craqué. Celui qui avait gagné le Tour de France l'année dernière a craqué assez rapidement en début de troisième semaine. On ne peut pas lui en vouloir, je pense simplement qu'il n'était pas suffisamment bien remis de sa chute. Mais à côté de ça, Ineos n'a pas été aussi impressionnant que lors des dernières années. Et au final, la seule chose qu'on peut se mettre sous la dent, c'est le duo Carapaz-Kwiatkowski qui a gagné une étape en troisième semaine et Carapaz qui a porté le maillot à poids pendant quelques jours. À part ça, pas grand chose à faire pour l'équipe mastodonte qui devait concurrencer la Jumbo cette année. Malheureusement, c'est un Tour de France qu'il faudra assez vite oublier. Ensuite, je vais mettre un flop sur le maillot à poids. Cette année, comme certaines autres années par le passé, j'ai trouvé la lutte pour le maillot à poids pas vraiment intéressante. Et pour cause, en fait, on a notamment en première semaine Cosnefroy, donc le français, qui s'est battu pour arracher jusqu'à 36 points pour le maillot à poids. Sauf qu'en une arrivée au sommet, au Col de la Lose, on marquait 40 points. Donc en fait, j'ai plus l'impression que le maillot à poids, c'était un maillot bonus pour les favoris, qu'un maillot qui a vraiment vu une bataille pour le gagner, comme on peut voir pour le maillot vert. Ça fait quelques années que je sens que le maillot à poids est un peu en dessous par rapport au jaune et au vert, à la rigueur au blanc. Moi, une solution que je donnerais, c'est peut-être de valoriser un peu plus les cols de quatrième catégorie, leur donner 3 points par exemple, au lieu d'un seul, je crois que c'est le cas en ce moment, pour pas que dès qu'il y a une arrivée au sommet et qui donne 40 points, ça donne directement le maillot à poids à un des favoris par exemple. Un autre flop pour l'équipe Bora, donc l'équipe de Peter Sagan qui au final est arrivée sur le tour avec de grandes ambitions et qui rentre presque bredouille dans le sens où il y a une seule victoire, donc pour Kamna sur une étape un peu de baroudeur. Sagan n'a pas fait la moindre victoire et n'est pas allé chercher le maillot vert. On sent que voilà, l'âge commence à faire ses effets, on ne peut pas en vouloir à Sagan, mais c'est vrai que pour son armada de la Bora, c'est un tour malheureusement aussi à oublier. Et enfin, j'aimerais parler de l'écart entre les grosses et les petites équipes. Cette année encore, il n'y a quasiment aucune petite équipe qui a réussi à remporter une étape. Je pense notamment aux équipes françaises, la BNB Hotel, la NTT, bon, qui n'est pas français, Arkea Samsic ou encore Cofidis. Voilà, c'est des équipes qui n'arrivent pas à exister, notamment à mon avis par manque de budget. Et c'est vrai que cet écart et cette absence de victoire me rend un peu triste. Alors maintenant, on va passer aux choses que je mets entre top et flop, c'est-à-dire les choses où quand j'y pense, je me dis c'était bien et en même temps décevant. Et je commence par la Jumbo, forcément. Quand on regarde le bilan de la Jumbo, c'est quand même 4 victoires, 2 personnes dans le top 7 avec Dumoulin en 7 et Roglic en 2, et un tour qui a été globalement maîtrisé, sauf la première place face à Pogacar. On les a surtout critiqués parce qu'ils ont un peu cadenassé le tour et c'est vrai que moi ça m'a un petit peu dérangé. Après, on peut pas leur en vouloir, hein, c'est comme ça qu'ils ont fait la course.
mais c'est vrai qu'ils ont voulu éliminer par l'arrière et finalement ils ont fait une grosse erreur de stratégie en laissant Pogacar revenir alors qu'il avait perdu 1 minute 30 en début de tour et ça leur coûte très cher. Mais quand on regarde le bilan comptable à la fin, quand même 4 victoires dont 2 de Van Aert, ça reste un bilan mitigé mais quand même intéressant. Donc il n'y a pas tout qui est à jeter dans ce Tour de France pour la Jumbo. Et je vais dire pareil pour les Français. Globalement, ils n'ont pas eu de chance quand même quand on regarde Pinot qui fait un tour moyen de par sa chute dès la première étape qui l'handicape au niveau du dos, Bardet qui abandonne sur une chute avec une commotion cérébrale, aussi l'abandon de Latour et Gaudu. Voilà, c'est parmi les meilleurs Français qui se retrouvent au tapis. Donc quand on enlève ces chances-là, c'est vrai qu'il ne reste plus forcément beaucoup de monde et on a quand même pu voir 2 victoires françaises. Donc avec Nance Peters et Alaphilippe qui a réussi à garder le maillot jaune quelques jours avant de le perdre sur une histoire un peu bête de ravitaillement dans les derniers kilomètres. Et on a aussi vu l'éclosion un petit peu de Guillaume Martin qui finit 12e du Tour de France, qui est quand même un très bon résultat quand on voit le plateau qu'il y avait cette année. D'autant plus que alors je crois que c'est le col de la Lose, mais je suis pas sûr, il perd son vélo en fait sur un problème mécanique et il perd sûrement 2-3 minutes sur les autres dans cette montée-là. Et donc sans cet incident mécanique, il avait moyen de faire un top 10. À côté de ça, on a aussi eu des Français qui ont été très actifs. Cosnefroy pour le maillot à pois, Pierre Roland qui était dans beaucoup d'échappées. On a Rémi Cavana qui a fait 6e du contre-la-montre. Ça fait quand même plaisir d'avoir enfin un Français qui est bon au contre-la-montre. Mais voilà, seulement 2 victoires d'étape. Une seule victoire d'étape pour une équipe française avec AG2R. Et au final, les Français n'ont jamais vraiment pu se mêler à la lutte pour la victoire finale. Donc bilan que je dirais mitigé, surtout quand on compare à celui de l'année dernière. Et enfin, dans les mitigés, il y a forcément le spectacle. Alors, s'il n'y avait pas eu le contre-la-montre de samedi dernier, j'aurais peut-être mis le spectacle en flop pour la victoire finale en tout cas, parce que c'est vrai qu'on avait trop l'impression que la Jumbo écrasait le tour et que Roglic allait gagner avec une facilité déconcertante. Mais il y a eu ce contre-la-montre assez incroyable où Pogacar arrive à coller 2 minutes à Roglic et à prendre la tête. Et c'est vrai que ce contre-la-montre-là, il donne une saveur particulière à ce Tour de France avec on va dire le petit Gaulois qui l'emporte face à l'armée romaine qui était la Jumbo-Visma. J'en ferais même une critique en fait de ce contre-la-montre que je trouve qu'il arrive un peu tard. J'aurais trouvé ça intéressant d'avoir un contre-la-montre en début de tour qui fasse directement des écarts et qui permette aux favoris ensuite de s'attaquer plus facilement. Je pense notamment peut-être à des Colombiens qui sont moins bons contre la montre, type Miguel Angel Lopez, qui aurait peut-être pris 3-4 minutes mais qui aurait pu se rattraper, qui aurait plus de bonnes sorties éventuellement. Voilà, moi j'aime bien le contre-la-montre, surtout ces contre-la-montre de montée quoi, qui font des écarts, mais peut-être pas à la fin. Et maintenant on va finir avec les tops de mon Tour de France, et le premier bien évidemment c'est Pogacar, le jeune Slovène de 21 ans ou 22, je suis plus très sûr, et son équipe UAE. Quand on regarde le bilan, c'est assez incroyable. Le gars à 21 ans, il fait victoire du Tour de France avec maillot blanc, maillot à pois, 3 victoires, UAE rajoute en plus une victoire en sprint avec Christophe. Voilà, c'est le meilleur bilan en termes de victoire de toutes les équipes du Tour de France. Pogacar qui se révèle au grand jour, il était déjà connu, mais on ne l'attendait pas forcément sur 3 semaines. Il fait un contre-la-montre assez extraordinaire. Rien à dire, voilà. Pour le coup, lui, ça a été le panache, c'est le seul qui a réussi à plusieurs fois attaquer la Jumbo. On a vu des attaques de Yates, de Landa, de Miguel Angel Lopez. Mais Pogacar, c'est le seul qui a réussi à tenir, à placer plusieurs attaques à différentes étapes. Et au final, il remporte un tour seul contre l'armada de la Jumbo, puisque l'UAE n'avait pas forcément beaucoup de bons coureurs. Voilà, rien d'autre à dire que c'était magique à vivre ce contre-la-montre. C'était un grand moment de ce Tour de France, un grand moment de vélo. Ensuite, je vais tirer un coup de chapeau à Quick-Step et aux sprinters en général. Quick-Step se sort très très bien avec 3 victoires, une d'Alaphilippe et 2 de George Bennett. Également le maillot vert de George Bennett. Voilà, c'est une équipe qui est faite pour remporter des victoires, pas forcément jouer le général. Elle a encore montré cette année 3 victoires et un maillot vert, c'est un super résultat. Et je vais parler des sprinters en général parce que j'ai trouvé ça assez incroyable que la plupart des gros sprinters aient survécu à ce Tour de France et aient pu sprinter en fait sur les Champs-Élysées. Parce que quand on voit le parcours et le dénivelé qu'ils ont pris pendant des semaines, voilà, qu'il y en ait si peu qui est abandonné, je trouve ça assez remarquable. Quand on est sprinter, ça doit être très très long de monter un col comme celui de la Lose ou même de faire la planche des belles filles en contre-la-montre.
Donc voilà, juste bravo à eux. Alors il y a quelque chose que j'ai particulièrement adoré dans ce Tour de France, c'est le nombre d'étapes où les baroudeurs ont réussi à s'en sortir, soit sur des étapes qui leur étaient profilées, soit comme sur la 19e étape, en faussant compagnie aux sprinters. Et je vais forcément parler de la Sunweb et de deux de ses coureurs, Andersen qui fait 2 victoires et Hirschi qui a animé énormément le Tour de France, qui fait 2 deuxièmes places très tristes et une victoire finalement. La Sunweb et ses coureurs ont une science de la course qui est assez incroyable. Plusieurs fois, ils ont réussi à piéger soit les sprinters, soit des coureurs qui étaient meilleurs qu'eux intrinsèquement. Ils en sortent avec 3 victoires et des étapes vraiment magnifiques à raconter. Voilà, juste bravo à eux. Ensuite, j'ai envie de parler des vieux briscards et notamment des ex-Ineos. Alors d'un côté, je vais mettre Uran, qui a jamais été Ineos, mais qui est déjà âgé et qui fait encore un bon Tour de France, qui finit à la 6e place, je crois. Et à côté, on a Porte et Landa, des ex-Ineos qui finissent respectivement 3e et 4e. Pour Porte, je suis particulièrement content parce qu'il a longtemps été le lieutenant de Froome. Quand il a changé d'équipe, il a notamment eu un gros accident sur un des Tours de France où il était plutôt bien parti. Et voilà, enfin, à 35 ans, si je dis pas de bêtises, il a enfin la récompense, un podium sur le Tour de France. En plus, il a réussi à placer des fois certaines attaques, il a été assez costaud, il a fait un très bon contre-la-montre, donc voilà, assez impressionné. Landa aussi, il m'a impressionné, il finit 4e, donc un peu plus loin, mais quand même, on ne l'avait pas vu aussi bon, notamment chez la Movistar. Et enfin, je parle de Landa, ancien Movistar, j'ai envie de mettre la Movistar et Valverde au top. Parce que tout d'abord, le Valverde, il a réussi encore à faire un bon Tour de France qui finit 11e, si je dis pas de bêtises. À son âge, c'est quand même assez impressionnant. Et la Movistar, on n'en parle pas, mais face à l'armada de la Jumbo, Movistar a fini meilleure équipe du Tour de France en temps, avec 18 minutes d'avance sur la Jumbo. C'est quand même à signaler, puisque c'était pas du tout gagné d'avance. La Movistar s'en sort toujours très bien au classement par équipe, et encore une fois, cette année, contre toute attente, ils arrivent à le remporter. Donc voilà, j'en ai fini avec cette analyse de top et flop du Tour de France. C'est vrai que d'habitude, je parle pas trop vélo parce que c'est un sport que je regarde un peu moins que le football, par exemple. Mais là, le Tour de France, comme chaque année, je me suis pris au jeu. C'est vrai que j'aurais du mal à parler d'autre chose que le Tour de France, éventuellement Giro, Vuelta, peut-être Championnat du Monde. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo sur un autre sport. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à liker la vidéo et même à vous abonner si vous avez envie de voir un peu plus de contenu. Moi, je vous dis à très vite pour reparler foot et j'ai pas mal d'idées à vous montrer. Voilà, passez une très bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.